BFM Business, la France a tout pour réussir. Bruxelles, qui, comme on s'y attendait, ne dit pas non à Huawei pour prendre part au déploiement de la 5G en Europe. Elle lui dit oui, mais sous condition. On en reparle donc dans quelques secondes avec nos invités. BFM Business. Inside, avec Karine Vergnol et Guillaume Paul. Alors Bruxelles a présenté aujourd'hui des suggestions, une sorte de boîte à outils finalement à l'intention de tous les pays européens pour les aider à déployer la 5G en protégeant leurs infrastructures. Évidemment, ce n'est pas dit clairement, mais l'idée, c'est bien d'autoriser Huawei à en être tout en minimisant les risques. C'est un peu ça, comment laisser la porte ouverte à Huawei pour ne pas se fâcher avec les Chinois, mais peut-être aussi parce qu'il est le plus au point, mais sans trop lui laisser la porte ouverte non plus pour éviter de le regretter peut-être plus tard. C'est un numéro d'équilibriste et on sent bien que l'Europe est gêné aux entournures comme l'ont été hier les Britanniques qui n'ont pas banni Huawei mais qui ont mis des conditions très strictes. En tout cas, Thierry Breton qui a présenté donc les suggestions. Cette boîte à outils a dit nous avons des règles très claires. Pour lui, apparemment, elles sont très claires. Écoutez Thierry Breton. Nous, en Europe, on accepte tout le monde. Tout le monde est le bienvenu, mais on a des règles. Et là, ce qui est très important, c'est que pour la première fois sur les réseaux de télécommunications, ces règles sont très claires. Voilà, elles sont très claires, ces règles, nous dit Thierry Breton. Alors qu'en pensent nos invités? On en parle avec Stéphane Dubreuil. Bonsoir Stéphane, bienvenue, président de Stylish Consulting. Et Simon Tannenbaum pour BFM Business. Bonsoir Simon. Bonsoir. Question très simple pour commencer Simon. Qu'est-ce qu'il y a dans cette boîte à outils? C'est-à-dire qu'on donne des billes aux États européens pour canaliser Huawei, c'est ça l'idée fondamentalement? Oui, alors évidemment, ni Huawei ni la Chine ne sont jamais cités. On parle d'opérateurs à haut risque et la définition de ces opérateurs à haut risque, c'est des opérateurs qui dépendent fortement d'un État ou dont un État peut exiger, un État hors européen évidemment, peut exiger de pouvoir collecter ces données à tout moment. Et pour ces opérateurs à haut risque, eh bien, effectivement, il y a des précisions, des restrictions, notamment de ne pas être dans les cœurs des futurs réseaux 5G, ni d'être à proximité des sites sensibles comme les centrales nucléaires ou les bases militaires. Autre suggestion de l'Union européenne, c'est de demander aux États et aux opérateurs d'avoir systématiquement plusieurs fournisseurs, plusieurs équipementiers. Voilà, c'est voilà les pas être trop dépendant, pas être dépendant, notamment si un de ces équipementiers décidait du jour au lendemain de couper tout le réseau en appuyant sur un bouton. C'est un vrai numéro d'équilibriste, hein, ça, Stéphane Dubreuil. D'un côté, l'idée qu'on peut pas se passer de Huawei pour pas trop retarder le déploiement de la 5G. De l'autre, la crainte d'être lié à un groupe qu'on dit aux ordres du Parti communiste chinois. Comment est-ce que vous regardez ce pas de deux des Européens? Est-ce que c'est tenable déjà pour vous, fondamentalement? Alors, avant de répondre directement, je pense qu'il y a un point qui est essentiel, qui est intéressant, c'est que là, Thierry Breton, il faut le saluer, il vient de remettre l'Europe et de mettre les 28 d'accord. Ce qui est la première fois, je rappelle, depuis le départ, depuis cette histoire, on est entre deux blocs qui sont les Chinois et les Américains, et l'Europe, chacun jouait sa partition. Là, il vient de siffler la fin de la récréation et il donne un cadre. Moi, je trouve ça extraordinaire. Mais qui n'est pas contraignant, hein. Ce sont des suggestions, chacun fait ce qu'il veut. Je suis d'accord, parce que le diable est dans le détail quand on regarde, effectivement, c'est des recommandations. Oui. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a un cadre, tout le monde va s'y conformer, et après, on va voir comment ça va descendre dans les pays. Mais je veux dire, il faut saluer ça quand même, il vient à peine d'arriver, je rappelle, hein, il y a quelques semaines, il vient de mettre tout le monde d'accord, moi je trouve ça extraordinaire. Là, je tire mon chapeau. Après, quand on regarde dans le détail, effectivement, le diable est dans le détail, c'est pas très contraignant. La recommandation d'avoir plusieurs fournisseurs, je suis désolé, mais tout opérateur depuis la nuit des temps fait ça. C'est ce qu'on appelle le dual vendor. Effectivement, il a raison. À la suite de la consolidation des équipementiers dans les années 2000, on avait moins de choix, donc on pouvait plus avoir 2 ou 3 fournisseurs dans le réseau. Mais tout opérateur censé le fait déjà. Donc ça, je dirais, c'est pas. Après, sur les sociétés à risque, ce qui est intéressant, entre guillemets, hein, voilà. Oui, voilà. Là, il y a quand même une contradiction qui est énorme de Thierry Breton, c'est qu'il dit la porte est ouverte pour tout le monde, ce qui est très bien. On est libéral. Je rappelle, contrairement à Trump, il n'est pas libéral, il est protectionniste. Il dit on ouvre la porte à tout le monde, mais il faut respecter certaines règles. Cette règle, c'est de respecter l'État, les données et de ne pas être proche d'un État. Oui. Quand on regarde Huawei, 1, il est proche de l'État, quoi qu'en dise Huawei. 2, les données, il y a une loi maintenant depuis 2007 qui autorise sur demande de l'État chinois à transférer toutes les données sur demande. Les Américains ont fait la même chose avec le Cloud Act en 2018. Donc il y a des tas de notions... À condition d'y avoir accès. Exactement. Il y a des tas de notions qui sont un peu contradictoires dans ce que dit Harris. Donc j'ai l'impression qu'en fait, ça laisse un peu la position à tous les États de choisir un peu
où ils veulent aller. Ce qui est très bien, c'est qu'on protège les infrastructures critiques comme le nucléaire, les bases militaires, les hôpitaux, etc. Ce qui est plutôt bien. Je veux dire, on l'avait jamais écrit, donc là maintenant c'est écrit. Après, je dis, c'est le nom boîte à outils, il est là. C'est chacun fera comme il veut, plus ou moins. Je rappelle, nous en plus, on a une couche juridique qui a été faite au mois de juillet, donc dans la loi Pacte. Donc chacun va un peu jouer sa partition. Ce que je trouve bien, c'est que là, l'Europe parle d'une voix. Ça évite les pressions américaines pays par pays maintenant. Je rappelle, il y avait des pressions sur Londres, puis après sur l'Allemagne, les Français, etc. Là, ça va être plus compliqué. Maintenant, il va falloir parler à l'Europe d'une seule voix. Mais donc moi, je trouve qu'il y a quelque chose de très positif là-dedans. Mais ceci dit, Londres s'est déjà plus ou moins prononcé. Alors Londres, attention, en fait, si on décrypte bien, c'est un jeu de dupes ce qui vient de se passer. Donc Boris Johnson, je rappelle, lui, il a dans quelques jours quelque chose qui risque de se passer, ça s'appelle le Brexit, mais de manière opérationnelle, il est voté. Qu'est-ce que veut Boris Johnson? Il sait très bien qu'il risque d'y avoir un problème commercial, il veut un accord commercial avec les Américains. Quand il annonce qu'il prend Huawei, ce n'est pas du tout vrai. Il veut mettre Donald Trump autour de la table pour discuter d'un accord commercial pour éviter sa dépendance de l'Europe. Et vous verrez, on fait le pari, que cet accord-là sur Huawei, il va s'arrêter bientôt parce qu'une fois que les Américains vont signer l'accord commercial avec les Anglais, vous verrez Boris Johnson dira bah non, Huawei, maintenant, c'est plus possible en Angleterre. Une des grandes questions autour de Huawei en Europe, Simon, je vous pose la question à tous les deux, c'est de savoir si on peut intégrer Huawei mais sans le mettre au cœur du réseau, qui était l'expression hier employée par les Américains. C'est un leurre, ça, ou pas, finalement? Question collégiale. C'est pas un leurre, parce que ça se fait déjà. Ça se fait déjà, mais voilà. La question est-ce que l'étanchéité, est-ce qu'il y aura étanchéité véritablement? C'est une question qui va se poser avec le déploiement de la 5G, de savoir si... avec les futures infrastructures 5G, chaque antenne jusqu'au bout de la campagne aura elle-même une intelligence plus importante que celle qu'elle a aujourd'hui. On pourra infiltrer le réseau par cette antenne relais qui est au bout du système et pas, comme c'est le cas aujourd'hui, uniquement par le cœur du système. C'est une question qui va se poser progressivement avec ce réseau complet 5G. Et effectivement, ça peut exclure de fait Huawei, selon les termes qui sont employés aujourd'hui, non pas uniquement des cœurs de réseau, mais aussi d'antennes plus intelligentes qui seraient en bout de réseau et qui comporteraient des dimensions plus complexes qu'aujourd'hui et par lesquelles on pourrait rentrer dans le réseau. Mais ce n'est pas le cas des antennes 5G qu'on met en place pour le moment, les premières, parce qu'elles n'ont pas cette dimension globale du réseau jusqu'au bout de ce réseau. Ça existe l'étanchéité, Stéphane Dubreuil, à 100%, ou pour vous c'est... Non. En fait, je suis désolé, ça n'existe pas, voilà. Je suis franc. Vous protégez votre cœur de réseau, c'est déjà très bien, mais c'est pas une condition suffisante. C'est le minimum, mais je veux dire, aujourd'hui, la 5G, elle est très différente de toutes les autres technologies. On peut rentrer par des objets connectés, on peut rentrer par une antenne qui sont intelligents. Donc aujourd'hui, c'est un réseau, et il le dit très bien, Thierry Breton, c'est très, très, très complexe à maîtriser. Personne ne le maîtrise encore vraiment. Et aujourd'hui, en fait, la problématique, ça sera dans le temps. On verra si réellement ça sera étanche. A priori, ça va être complexe. Alors, qu'est-ce qu'on fait quand on est opérateur européen, qu'on attend de savoir comment on va... Est-ce qu'on décide d'aller faire un bout de chemin avec Huawei? C'est déjà le cas. Je rappelle. Non, mais est-ce qu'on peut se passer totalement de Huawei? On nous explique que Huawei a beaucoup d'avance sur le sujet, des tarifs compétitifs. Est-ce qu'on peut faire sans Huawei aujourd'hui pour envisager le déploiement de la 5G sans prendre plus de temps qu'avec... On peut toujours faire, mais ça mettra beaucoup plus de temps et ça coûtera plus cher. Donc ça D'ailleurs, Stéphane Richard d'Orange le dit très très bien. Il dit, il est là le dilemme finalement. Voilà. Il dit, j'ai pas de souci avec ça. Vous voulez l'interdire, je peux comprendre la notion de sécurité nationale, mais moi ça me coûte 20% de plus et puis je vais peut-être mettre 2 ou 3 ans de plus. Donc il a raison. Les Allemands, eux, ils exagèrent un peu. Ils disent que ça va durer 10 ans, etc. Oui. Donc, on a besoin de Huawei. D'ailleurs, on a besoin de toutes les sociétés en avance dans le monde, je veux dire. Après, il faut voir comment on panache. Aujourd'hui, Orange a déployé avec Huawei en Europe, en Roumanie. Pas en France, hein. Un réseau 4G, dont les retours que j'ai sont plutôt très bons. Donc, c'est déjà le cas. Des équipements d'Orange, Huawei. Donc, au niveau global. Ils le font déjà. Donc, Orange a raison, ils testent et il y a plutôt des très bons retours. Donc, moi, ce que je trouve très bien, en fait, c'est que par effet de bord, ça met la pression sur Sony et sur Ericsson de rattraper, Nokia et Ericsson, de récupérer leur retard. Ça leur met une énorme pression parce que là, ils ont de la chance. Mais on va pas leur faire de cadeaux d'un point de vue tarifaire et déploiement dans quelques mois. Donc, si aujourd'hui on décidait de faire avec Nokia et Ericsson en se passant de Huawei, Nokia, Ericsson ou d'autres groupes, mais sans Huawei, est-ce que ça serait viable financièrement dans le temps, Simon? Déjà, pour les opérateurs qui ont déjà des réseaux Huawei en 4G, on parle de factures de plusieurs milliards d'euros s'il faut remplacer les équipements en 4G, puisque la 5G est construite dans un premier temps sur la 4G. Donc pour cela, et ils sont très nombreux,
en Europe, s'il faut qu'il remplace, qu'il démonte entièrement un réseau 4G et qu'il le remplace, on parle de plusieurs milliards d'euros par pays, voire par opérateur, pour faire cette opération. Donc là, c'est pour ça que on est obligé de trouver ce compromis, c'est que économiquement, pour le coup, en tout cas dans un premier temps, s'il fallait remplacer toute la 4G Huawei en Europe pour mettre de la 5G, ça serait impossible. Donc on est obligé d'arriver à cette forme de compromis. On dit pour l'instant on n'en met pas dans le cœur des réseaux, à côté des bases militaires, parce que c'est impossible de faire autrement. D'accord, il faut ce compromis pour vous, Stéphane Dubreuil, ou pas véritablement? On est obligé, les opérateurs sont obligés, les États aussi sont obligés d'aller vers ce compromis dont on verra s'il tient la route à l'usage finalement. D'un point de vue en tout cas économique et industriel, durée de déploiement, oui. Après, sécurité nationale, c'est autre chose. Les Américains, ils ne transigent pas avec ça. Nous, on transige plus ou moins. Chacun a sa sensibilité. Mais pour revenir à ce qui était dit juste avant, c'est que sur Sony Ericsson, qu'est-ce qui va se passer? C'est qu'il va falloir qu'ils fournissent dans les 2 à 3 ans une centaine d'opérateurs. Je rappelle, en Europe, il y a 100 opérateurs. Aux États-Unis, il y en a 4, ils vont être 3. En Chine, ils sont 3, ils vont passer à 2. C'est pas du tout la même problématique. Vous avez un cœur de réseau, là, vous en allez avoir 100. Donc la problématique, au-delà de ça, c'est aussi le nombre à fournir. Je vous pose la question, est-ce qu'il faut faire ce compromis? Parce que certains ont une position beaucoup plus tranchée et disent, voilà, bannissons définitivement Huawei en Europe et ça sera peut-être l'occasion enfin de nous retrousser les manches et de poser les premiers jalons de cette industrie technologique de haut rang qui nous fait tellement défaut par rapport aux Chinois et aux Américains. Certains disent chiche, allons-y. Bannissons Huawei et mettez-nous enfin au travail. Oui, c'est un peu illusoire de voir ça comme ça ou pas pour vous? Non, on sait jamais, ça peut marcher, mais je suis pas convaincu que quelque chose d'aussi radical marche, parce que je rappelle, les 28, ils ont 28 voix différents. On n'a pas d'Europe politique aujourd'hui, donc c'est très compliqué. C'est ça le problème, alors. Et oui, vous n'avez pas d'Europe. On a fait une Europe économique où chacun tire de son côté. Il y a un moment, vous pouvez pas. Pour faire cela, il faut que tout le monde faudrait un président européen qui ait vraiment du pouvoir et qui dise on y va tous. Aujourd'hui, c'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Donc ça ne marchera pas. Si je peux me permettre, les États-Unis qui ne sont que d'une voix, en attendant, ils n'ont pas, eux, d'équipementiers américains pour venir remplacer Huawei, et eux, ils sont obligés de tenir sur les équipementiers européens. Donc la stratégie industrielle unifiée américaine n'a pas suffi à faire émerger un équipementier national. Là, je mets un bémol quand même. Les Américains, ils ont quand même de la 5G. Ils ont Qualcomm qui a beaucoup de brevets de la 5G. Ce que je veux dire par là, c'est qu'en ce moment, même Donald Trump est en train de réfléchir, excusez-moi du terme, mais réfléchit à financer quand même pour accélérer sur la 5G. Donc on voit que l'État, il est en train de se mobiliser autour du sujet. Il n'y a pas que l'aspect, je dirais, sécurité nationale. Ils ont bien compris d'un point de vue industriel, ils ont raté un train et ils mettent les moyens. Nous, c'est très compliqué, on le voit bien. Et c'est pour ça que je trouve que Breton, d'avoir fait ça, alors on peut toujours critiquer, trouver des défauts, etc. Je trouve que c'est la première fois qu'il y a un cadre qui est posé, qui est validé par les 28 tout de suite, qui est présenté en quelques semaines. Moi, je suis impressionné, je trouve ça très bien. Et si ça continue sur les autres dossiers, parce qu'il y en a plein d'autres derrière, je pense qu'à force, on arrivera à quelque chose. Et peut-être notre fameuse souveraineté numérique européenne dont tout le monde espérait, elle va peut-être émerger maintenant. Bon, on a réussi à se mettre d'accord. Il y a une position tranchée de Breton. Enfin, ça resterait quand même un grand saut dans l'inconnu. On est parti pour un grand saut dans l'inconnu, là, Stéphane Dubreuil, assurément. Là, c'est évident. Et la 5G, c'est vraiment une révolution. On change de paradigme. Donc, effectivement, il y a des tas d'inquiétudes parce qu'on va avoir la voiture autonome, la télémédecine qui va être dessus, vous allez avoir les smart cities vont être dessus. C'est la porte vers l'intelligence artificielle, évidemment. La 5G, et puis surtout, c'est pas ça, c'est qu'aujourd'hui, vous avez que des mobiles qui sont reliés sur le réseau mobile. Demain, vous allez avoir l'Internet des objets. On parle de 500 à 600 milliards d'objets connectés sur les réseaux. On est dans un monde qui n'existe pas aujourd'hui. Tout sera connecté sur cette dorsale, sur ce réseau télécom. Donc c'est une première. Donc effectivement, on ne sait pas trop où on va. Les questions sur la sécurité, elles sont légitimes. Après, il ne faut pas non plus surexagérer le sujet, parce que de toute façon, la sécurité 100%, je suis désolé de vous le dire, elle n'existe pas. Et les questions sur la santé, elles ne sont même pas encore soulevées. Alors c'est une très bonne question. Si elles sont soulevées, on commence à en parler. Pourquoi? Parce que, en faisant simple, on va sur une bande de fréquences qui est les 26 GHz, qui sont inconnus aujourd'hui, ne sont pas utilisés de manière massive. Donc on n'a pas vraiment de recul. Et donc en fait, effectivement, il y a des interrogations sur le sujet, qui est que ça pourrait perturber les animaux, les êtres humains, même les végétaux, etc. Donc on commence à avoir des questions. Effectivement, on n'a pas de recul parce qu'il n'y a pas eu de test. Mais aujourd'hui, c'est une problématique, contrairement, je trouve, aux technologies précédentes, qui sont très prises en amont, puisque, par exemple, j'ai parlé avec les équipes d'Orange, ils commencent vraiment à étudier, à essayer de comprendre les impacts potentiels sur la santé. Donc là-dessus, il y a vraiment un sujet, ils réfléchissent à faire des chartes
d'ailleurs sur les déploiements, etc. Donc il y a une vraie réflexion. Alors elle n'est pas que chez Orange, chez les auto-opérateurs aussi, mais et dans le monde en général. Mais effectivement, on n'a pas de recul. Vous avez raison, et il y a des vraies interrogations qui montent aujourd'hui. Eh ben on verra l'usure, comme on dit, voilà, avec cette 5G qui va devenir une réalité assez vite là, Simon. Maintenant, les premières offres vont arriver fin de l'année 2020. Ouais, fin de l'année 2020 là pour Noël, voilà. Pour les quelques grandes villes. Pour les quelques grandes villes, effectivement, ça va commencer à émerger. Merci messieurs, merci d'avoir été avec nous ce soir. Stéphane Dubreuil, président de Stalich Consulting, Simon Tannenbaum pour BFM Business. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir dans Inside. BFM Business, Inside, au cœur de l'écho. Tech & Co, le débrief de la tech. L'actu tech vue par nos experts. Ce soir, Elsa Trujillo de BFM Tech. Elsa, bonsoir. Bonsoir. Et Pascal Samama, que je salue également de BFM Echo. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir Sébastien. Par quoi on commence? Peut-être par, si vous le voulez bien, la cybercriminalité. La cybersécurité. Alors c'est pas sexy sur le papier, mais il y a quand même ce forum à Lille qui vient d'ouvrir et va nous intéresser pendant quelques jours. Je sais qu'Elsa, tu y seras donc demain pour bfmtv.com et pour nous aussi. Donc ce FIC qui réunit 12 000 personnes à Lille encore cette année, c'est vraiment le salon qui pèse donc dans la cybersécurité. En Europe, il y en a deux salons, il y en a deux qui pèsent, Lille et Monaco. Un peu plus tard dans l'année, on est quand même sur 20% de hausse des infractions l'an dernier, 89 000 donc recensés par nos autorités, et notamment de plus en plus de ransomware. On va écouter là-dessus Frédéric Simotel qui se trouve sur place, ça tombe bien, et on vous retrouve juste après. Selon une étude Wavestone, 45% des attaques ont apporté un gain financier aux pirates. Donc on voit derrière, il y a vraiment des organisations cybercriminelles qui gagnent de l'argent sur ces attaques. À 65%, ce sont des attaques plutôt opportunistes, c'est-à-dire qu'on a quand même 35% d'attaques qui sont très ciblées dans ce domaine du ransomware. On l'a vu récemment avec le CHU de Rouen. Et puis dernière chose, on a du mal à les détecter. En effet, à 44% des attaques ne sont détectées qu'au niveau du collaborateur. Ça veut dire qu'on a passé tout le filtre du service informatique, du service de sécurité, du service de surveillance. Dernière chose, on pensait que ça vient de la messagerie. Bien seulement une attaque sur 10 vient de la messagerie, sinon le reste, pour une attaque sur 3, ça vient des applications web, des applications sur les sites internet. Donc on voit d'où viennent les dangers. Alors que faire face à tout cela? Que faire? C'est savoir bien gérer sa gestion de crise, faire beaucoup d'exercices de crise. C'est ce qui est recommandé ici dans les allées du salon. Deuxième chose, c'est la cyberassurance. C'est aussi une des tendances de ce salon. Les cyberassureurs sont présents et savent vraiment ce qu'il faut faire dans le cas de ces attaques. Et puis après, il y a une partie plus technique, évidemment. Et il faut davantage compartimenter, il faut davantage architecturer, il faut davantage étanchéifier son infrastructure. Voilà, donc Fred Simotel qui suivait pour nous cette semaine ce FIC à Lille. C'est vrai que c'est pas un sujet sexy pour le grand public, mais on sent que ça intéresse de plus en plus les autorités, l'État français, les grosses boîtes et les moins grosses boîtes aussi, Elsa. Ça peut ne pas paraître sexy sur le papier, mais après cette année, l'année 2019 a quand même été marquée par des piratages d'ampleur qui ont fait beaucoup parler d'eux et qui ont eu des conséquences sur les vies de patients. Par exemple, il y a le cas du CHU Rouen qui a été paralysé pendant 3 jours. 3 jours, et ils ont mis une semaine complète à récupérer l'intégralité de leur système d'information. Le week-end pendant lequel ils étaient bloqués, ils ont dû revenir au papier et au crayon, donc ce qu'on n'avait pas eu depuis très longtemps. Pour les diagnostics, saisie informatique, plus de téléphone. Sur le téléphone maintenant, il passe par Internet, donc voilà. Voilà, donc ça montrait aussi la dépendance qu'on a aujourd'hui vis-à-vis du numérique. Et cette année, à l'occasion du FIC, l'ANSSI, donc qui s'occupe de la sécurité des grandes entreprises françaises et qui a dû intervenir au CHU de Rouen cette année parce que c'était un cas extrême, a indiqué que la plupart des rançongiciels, c'était 20% des rançongiciels qu'ils ont dû traiter, avaient trait à la santé. Et pourquoi ça a trait aux institutions de santé? Parce que il y a un double enjeu. Déjà, c'est des institutions qui ont peut-être moins d'argent, moins de ressources que certaines grandes entreprises françaises, par exemple, et qui aussi seront mises dans une situation d'urgence de payer, étant donné qu'il y a des gens et des vies humaines qui dépendent de la rançon qui va être versée. On chiffre tes données, et puis en échange, on te dit pour les retrouver et décrypter, déchiffrer, tu payes une rançon en dollars, en bitcoin, en ce qu'on veut. Et effectivement, Guillaume Poupard de l'ANSSI était venu nous l'expliquer très bien dans Tech & Co le soir, comment il avait envoyé en gros ses pompiers, ses équipes sur place pour aider le CHU, et il dit 3 jours, c'est très bien. C'est-à-dire que 3 jours de paralysie, ça paraît énorme, etc. Mais c'est parce que
lui-même et les équipes de l'ANSSI sont prêtes et que ce type d'établissement se sont déjà préparés, qu'en fait on peut redémarrer la machine assez rapidement. Parfois ça dure des semaines, des mois, voire ça fout des entreprises par terre. Et le CHU de Rouen est censé avoir une sécurité qui est au top, dans le top niveau des infrastructures françaises, donc, et qui était parce que stratégique. En tout cas d'après les dirigeants de l'hôpital lui-même. Donc même ces établissements-là, on parvient à les pirater et à s'introduire dans leur système informatique. Bon, l'avantage c'est que maintenant avec RGPD, en plus, il faut, je sais pas si c'est un avantage, mais il faut le déclarer. Si tu es l'objet d'une attaque et ou d'un vol de données, il y a une obligation de déclaration. Il faut dans les 48 heures. Évidemment, mais cette obligation de déclaration, elle vaut pour la protection des données qu'on s'est fait voler, donc leurs possesseurs, les individus et les entreprises qu'on peut mettre en danger. Elle est aussi nécessaire pour réagir, parce que si on ne dit rien, on ne réagit pas, et le mal s'empire de plus en plus. On a vu un tas de gens il y a quelques années, au moment d'autres grosses attaques de ransomware, dissimuler le fait qu'ils avaient été attaqués, payer des rançons. Les rançons n'ont servi à rien. Les sociétés ont payé des rançons en bitcoin, n'ont jamais reçu de code pour déverrouiller les machines et se sont retrouvés dans une situation encore pire que la précédente parce qu'ils avaient perdu. Donc on paye pas alors? Non, on paye pas. On règle pas. Non, on paye pas. Non, on appelle, on passe par le site cybermalveillance, on prévient l'ANSSI, il y a des organismes, il y a vraiment quelque chose qui a été fait. Et puis l'État aujourd'hui est vraiment très impliqué là-dessus. Il y a eu la création justement de cette filière sécurité, donc qui va rassembler et qui va mettre en place une stratégie globale en France avec toutes les entreprises de sécurité. L'enjeu, c'est quoi? L'enjeu, c'est d'abord les Jeux Olympiques de 2024. C'est là qu'on estime qu'il va y avoir le plus gros risque de cyberattaque, des petites cyberattaques, on va se faire pirater, des possibilités de se faire pirater ses données sur son smartphone via les réseaux Wi-Fi publics, mais aussi les cyberattaques d'ampleur. Imaginons qu'on détruise, qu'on vole, qu'on bloque les données d'une grande entreprise, d'un gros institut, voire des Jeux Olympiques. Donc il y a vraiment un enjeu essentiel. C'est la confiance qu'on peut avoir dans un pays, dans ses infrastructures. Elsa, tu voulais ajouter un truc sur le... Oui, pour laisser un peu de côté le côté B2B et pour parler un peu au grand public, c'était aussi l'occasion d'apprendre ce FIC, la façon dont les Français peuvent se faire pirater. Et donc c'est la plateforme cybermalveillance.gouv.fr qui a seulement 2 ans, mais qui permet à tout un chacun qui se fait pirater de se rendre sur la plateforme et de voir des prestataires de proximité qui pourraient se rendre à domicile ou donner des conseils par rapport à tel ou tel type de piratage. Du coup, ils ont fait un décompte des sollicitations qu'ils avaient le plus reçues. Celle qui revient le plus, c'est le chantage à la webcam qui a connu une hausse énorme sur la fin de l'année. Donc en fait, concrètement, on reçoit un mail avec un ancien mot de passe. C'est un peu une tentative d'intimidation pour faire croire qu'on a des informations sur soi. Et après, le hacker fait croire qu'il a des informations et des images intimes de soi qu'il pourrait diffuser en ligne et donc incite à payer une rançon. Et ça, il y a eu 28 000 signalements. Ça paraît pas énorme, mais en tout cas, c'est en forte hausse. Voilà, et aussi, massif, chose importante qui a été redite durant le FIC, c'est que finalement, porter plainte, ça peut être utile, et c'est le fait que des gens aient porté plainte qui a conduit à l'arrestation de 2 hackers français très jeunes en fin d'année, et qui a fait que cette campagne, au final, s'est un peu essoufflée, parce qu'ils avaient envoyé 20 millions de mails, l'équivalent de 20 millions de mails à énormément de Français. Aujourd'hui, il y a une cyberpolice, une cybergendarmerie qui commence, il commence à y avoir des moyens. Depuis longtemps, il y a l'OCLT qui agit. On avait visité leur bureau il y a quelques années. C'est vraiment, on n'a pas l'impression de rentrer dans un service de police. On rentre vraiment dans. Oui, mais c'était dédié quand même à des choses très stratégiques. C'était pas des grandes équipes massives. Là, on sent qu'on. Les forces de l'ordre sont un peu plus alertées. On peut aller déposer plainte pour des actes de cybermalveillance, pour du cyberharcèlement ou pour du hacking. Et de plus en plus, on va passer par la plainte en ligne via le site cybermalveillance, et au fur et à mesure, avec la carte d'identité numérique et la numérisation de l'administration, on va pouvoir faire de plus en plus de dépôts de plainte en ligne, ce qui va accélérer le processus. Bon, dans l'actu tech, cette semaine, on a toujours cette 5G. Alors il y a pas mal de portes d'entrée. Après le UK, après Boris Johnson, on a eu la position de l'Europe. On a cette boîte à outils. Elsa, qu'est-ce que tu peux, en quelques secondes, comment tu peux nous résumer là ce qu'on va pouvoir faire ou pas d'ailleurs avec Huawei?
quand on est européen, un telco européen, sachant qu'évidemment c'est un cadre, donc c'est pas aussi précis qu'en Grande-Bretagne, parce qu'après, pays par pays, on va pouvoir quand même un peu décider ce qu'on fera. Même si le terme boîte à outils fait un peu évasif, en réalité il y a plein d'éléments concrets qui ressortent de leur proposition. Donc c'est un travail qui a été mené depuis de longs mois et qui va donner en fait aux États un cadre pour agir par rapport au déploiement de la 5G. Ce qui va se passer, c'est qu'on n'aura globalement pas le droit de s'en remettre en tant qu'opérateur à un seul équipementier. Globalement, il ne faudra pas mettre tous ses œufs dans le même panier. Ce qu'on peut imaginer, c'est que Bouygues et SFR, qui comptaient bien sûr Huawei, doivent faire appel à d'autres équipementiers. Et à l'inverse, c'est Free, il me semble, qui devait faire appel à Nokia, devrait peut-être, dans cette configuration-là, également faire appel à Huawei, enfin dans un mouvement un petit peu contraire. En tout cas, ça va être le cas. Il va falloir aussi préserver les infrastructures sensibles, ce qui correspond à la position de la France, mais aussi la position du Royaume-Uni, des opérateurs qui pourraient être considérés à risque. Alors tout ça, c'est fait sans jamais nommer Huawei, mais globalement, il y a 4 grands équipementiers qui pourraient être concernés. Donc il y a Huawei, Ericsson, Nokia et Samsung dans une moindre mesure, mais il n'y a que Huawei qui pourrait être concerné par ce côté à risque en fait, et par à risque qui qualifie le fait d'être proche, enfin potentiellement proche d'un gouvernement ou de services de renseignement d'un pays. Donc voilà, c'est sans le nommer, c'est explicitement Huawei. Et après, c'est à peu près tout ce qui proposait par rapport à ça. Quoi, ces sites nucléaires, ces sites qui dépendent de l'État, nucléaires, militaires et infrastructures de type OIV en France. Ouais. Donc ça veut dire tout Paris. Oui, toute la défense. Oui, donc il n'y aurait pas un pari intramuros. Non. Donc je crois qu'il n'y a déjà pas. Hein. Ouais. Huawei n'a pas le droit d'installer d'antennes autour de sites stratégiques. Et tout type d'antenne, tout type de matériel ou tout c'est type vraiment d'antenne. Ouais. Je crois, à vérifier, mais je crois que c'est déjà le cas pour les sites stratégiques. On a pris la bonne décision ou pas là, avec Huawei? C'est pas une bonne ou une mauvaise décision. Je vais parler comme Poupard. On va pas se passer du numéro 1 de la classe. Mais on est dans... C'est une partie d'échec quand même cette histoire avec Huawei, les télécoms. Huawei, c'est le numéro 1 mondial, c'est le plus avancé en termes de 5G, c'est le moins cher du marché. Ça fait 5 ans qu'ils travaillent dessus. Ouais. Et on se retrouve dans une situation qui a été amenée par les Américains, par Donald Trump, qui a soulevé un problème qui est réel. Huawei travaille, enfin comme toutes les entreprises chinoises, est lié à son gouvernement. Et si son gouvernement lui demande de coopérer avec lui et de donner des informations, ils devront le faire. Donc les Américains, comme Microsoft pourrait donner des informations via le Cloud Act, exactement, au FBI ou à la CIA, si on lui demande, s'il y a une enquête, Microsoft, etc., Google, il sera Amazon, tenu de répondre. Exactement. Et comme Orange répond aussi aux autorités françaises. Voilà, exactement. Donc les Américains ont soulevé ça. Donc ne pas prendre Huawei, c'est satisfaire Donald Trump, mais c'est se couper de la Chine. C'est quand même c'est se couper de la Chine, c'est se couper de l'avancée plus ou moins rapide qu'on veut de la stratégie que peuvent avoir les opérateurs en 5G, mais c'est aussi être confronté peut-être à des mesures de rétorsion du gouvernement chinois sur d'autres types de produits. On en a parlé tout à l'heure avec le coronavirus. On est intimement lié industriellement et économiquement à la Chine. Mais accepter Huawei comme on pouvait s'y attendre, c'est se mettre mal avec les Américains et avec Donald Trump qui commence à hausser le ton en disant qu'est-ce que vous faites en Europe, vous êtes en train de mettre le loup dans la bergerie. Donc qu'est-ce qu'on a fait en Europe? Et là cette fois l'Europe et Londres sont sur la même ligne. On dit oui mais. Oui, mais oui, exactement. Vous êtes les bienvenus. Vous êtes les bienvenus. À nos conditions. Voilà les règles. Si vous enfreignez ces règles, vous sortez. Mais jusqu'à maintenant, on n'a rien trouvé. Quand tu écoutes Stéphane Richard, il dit mais ne nous prenez pas pour des buses. C'est nous qui les installons. On sait ce qu'on installe. Et il n'y a pas de backdoor. Alors, on n'a rien trouvé. Là, justement, il y avait une actualité sur le fait que pour la première fois, il y avait une preuve de la collaboration entre Huawei et les services de renseignement chinois. Et c'est le gouvernement allemand qui sera en possession de cette preuve-là. Sauf que ce sont les États-Unis qui font pression depuis un moment pour exclure Huawei de leur déploiement 5G, qui ont transmis cette information aux Allemands. Donc, évidemment, ça joue beaucoup, le fait que ça a été transmis par les États-Unis, étant donné qu'ils ont, par exemple, incité l'Australie à faire sortir également Huawei du déploiement de leur 5G. Ça a marché pour certains, ça marche peut-être pas pour les Allemands. Et puis il faut suivre, c'est-à-dire que c'est pas les Allemands qui ont trouvé un truc, c'est les Américains qui ont dit aux Allemands regardez, on a trouvé un truc. Oui, parce qu'au départ c'était présenté comme ça. Ils le disent pas à l'Europe, ils le disent aux Allemands. Incroyable. Qui attendent de devoir se décider sur le sujet. Non, ça reste quand même un dossier épineux, autant sur le plan industriel qu'économique que diplomatique.
Bon, et du coup, ça va nous intéresser encore quelques semaines, sachant que nous, on a les enchères qui arrivent et la commercialisation en France, oui, pas avant l'été prochain, juillet, août, donc les premiers forfaits 5G, on va dire, même si pour nous particuliers, l'enjeu n'est pas encore très très important, au moins à court terme.